Bonjour et bienvenue dans les 4V. Jérôme Bonjour. Guedj. On va bien sûr parler des retraites, mais d'abord je voudrais revenir sur un incident qui s'est déroulé à l'Assemblée hier en fin de journée. Je vois que vous souriez. Quand le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, a fait 2 bras d'honneur au chef des députés LR, Olivier Marleix, qui était à la tribune. Qu'est-ce que cet incident vous inspire? Non mais je souris, mais en fait je suis affligé. C'est-à-dire qu'on est dans le lieu de l'exemplarité, de la vertu républicaine. Moi, c'est un terme que j'aime beaucoup. Et un membre du gouvernement, un ministre éminent, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, se comporte comme, j'allais dire, dans une cour de récré ou une guérilla d'automobilistes au bord du périphérique. C'est indigne, voilà. Et c'est un signal désastreux. On a beaucoup glosé sur l'Assemblée qui serait pas responsable. On a utilisé le terme de bordélisation, mais en fait, qui a bordélisé hier? C'est un membre de l'exécutif. Et je vais vous dire, face à cela, il y a une sorte de silence assourdissant. Ça passe crème. Il a présenté ses excuses. Oui, alors lui a présenté ses excuses. C'était la moindre des choses, parce que sinon les débats n'auraient pas pu reprendre. Mais on a banalisé. Vous savez que si un parlementaire commet ce geste, lui, il est sanctionné. Mais le ministre, dans l'enceinte de l'hémicycle, il n'y a pas de sanction au sens administratif. Mais par contre, je vois même pas de sanction politique. Ça serait quoi la sanction politique? C'est-à-dire que dans une démocratie moderne, pour des acteurs avec un sens de la vertu républicaine, je ne vois pas comment le gouvernement, la chef de l'exécutif, pourrait conserver un ministre dont l'attitude elle-même est à l'encontre de cette exigence d'exemplarité. Donc Elisabeth Borne doit se séparer d'Éric Dupond-Moretti. C'est-à-dire que, encore une fois, hier, je n'ai rien entendu venant de l'exécutif. C'est une sorte d'impunité et c'est un signal désastreux qui est envoyé. Voilà, Est-ce que vous êtes tous en train de devenir fous à l'Assemblée? Parce qu'on a donc Éric Dupond-Moretti qui fait des bras d'honneur, on avait un de vos collègues de la NUPES qui a traité le ministre du Travail d'assassin, ça avait créé un incident. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a une crispation évidente et il y a aussi cette tension qui est liée à l'absence de majorité à l'Assemblée nationale. Ça n'excuse pas tout. Non, ça n'excuse rien. Moi, les choses sont claires. Les comportements doivent être irréprochables. Moi, ma conception, mes collègues du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, on est également sur la même ligne. On peut s'opposer, on peut contrecarrer des propositions, des projets, mais jamais on s'en prend aux personnes et jamais on a des comportements. Moi, je crois à une forme d'exemplarité. C'est le temple de la démocratie. J'ai l'honneur de représenter les habitants de l'Essonne, de Massy, de Palaiseau et des alentours qui m'ont envoyé là-bas. Il faut se comporter avec dignité, ce qui n'empêche pas d'être ferme, d'être déterminé, d'être résolu. C'est ce que j'essaye de faire dans mon mandat parlementaire. Sur le fond, au même moment de cet incident avec Éric Dupond-Moretti hier, les députés ont rejeté une proposition de loi qui visait à instaurer une peine d'inéligibilité obligatoire pour les auteurs qui seraient condamnés pour violence conjugale ou violence intrafamiliale. Pourquoi avoir dit non à ce texte? Le texte, il était mal ficelé, malheureusement. Il a été élaboré sur un sujet essentiel. C'est la Journée internationale des droits des femmes, et assurément, il y a des améliorations à apporter pour, là aussi, donner l'exemple. Et pour des responsables publics qui peuvent être embarqués dans des faits de cette nature, il faut qu'il y ait des sanctions incontestablement. Le seul problème, c'est que le texte... L'inéligibilité, c'était une sanction qui était claire. Mais vous êtes condamné, vous êtes inéligible pour violence conjugale. Le texte, on va le dire, vous savez, l'opposition, elle n'est pas venue. La présidente Aurore Berger, présidente du groupe, il y a 40% des députés de son propre groupe qui n'ont pas voté le texte. Les partenaires de Renaissance, le Modem et l'Horizon ont voté contre ce texte. C'est un problème de forme, de travail de ce texte. Et moi, je souhaite, la proposition que nous avions faite, c'est mettons-nous autour de la table plus longuement, écrivons de manière transpartisane un texte qui soit efficace pour lutter contre les violences sexistes, contre les violences sexuelles, mais aussi plus largement contre toute forme de violence raciste, homophobe, antisémite, qui discrédite des élus quand ils les commettent. Faisons-le de manière plus posée, ce que vous nous dites. Alors oui, il y a eu beaucoup de monde dans les rues hier. On a réussi notre pari, a dit Laurent Berger. Oui aussi, le gouvernement continue de défendre sa réforme parce qu'il est convaincu qu'elle est bonne. Je crois que finalement, sur le sujet, j'ai qu'une seule question à vous poser ce matin. On fait quoi? Il se passe quoi maintenant? D'abord, on tient compte de cette force tranquille qui s'est exprimée dans le pays. C'est-à-dire que le mouvement de protestation, de rejet de la réforme, on en a la confirmation, si besoin était, qu'il est ancré. Depuis le début, les Français n'ont pas cru l'argumentaire qu'on leur a martelé, matraqué, qui était de dire la réforme est juste. Et on a bien vu que ça fait beaucoup de perdants, contrairement à ce qu'était dit Olivier Dussopt. Parce que la rue veut le retrait du texte et le retrait du report de l'âge légal, et le gouvernement dit il n'en est pas question. Bon, ça peut durer 10 ans comme ça. Oui, mais c'est pas mature de faire ça de la part d'un gouvernement. D'utiliser des outils institutionnels on passe très vite, peut-être demain le 49.3, si jamais il se rend compte qu'il y a du flottement dans sa propre majorité. Est-ce que c'est comme ça
qu'on veut diriger le pays. Le Parlement dont vous faites partie, il est légitime. Le Parlement, il est absolument légitime. Donc si le texte est voté avec les outils de la Constitution, ce texte sera légitime? Oui, mais il fracture à ce point le pays et qu'à un moment donné, quand il y a des alternatives possibles, même chose. Voilà. Depuis le début, vous savez, Elisabeth Borne nous disait on va chercher à être dans la co-construction. Mais là, il n'y a pas eu de co-construction. On est arrivé avec, il y aura forcément l'allongement de l'âge légal, c'est-à-dire les 2 années de plus. Alors qu'il y a des palettes de solutions alternatives pour trouver des financements. À Emmanuel Macron, donc là, l'intersyndicale veut le rencontrer. Vous demandez quoi? Elle a raison. L'intersyndicale, d'abord, il faut que le président de la République se mouille. C'était lui qui était porteur de cette réforme. Il faut qu'il parle, il faut qu'il s'exprime. On voit bien qu'il se tient un peu en retrait pour ne pas être éclaboussé, entre guillemets, par l'impopularité et par le rejet. Et là, moi, la proposition que je fais, c'est, écoutez, il n'y a pas d'urgence là pour la fin de l'année. Les comptes de l'assurance vieillesse, ils vont être présentés dans quelques jours comme étant largement à l'excédent. Donc, si on prépare les années à venir, on essaye de chercher du consensus avec les syndicats, avec les oppositions, en sortant de cette idée qu'il n'y a pas d'autre alternative que de rajouter cet impôt sur la vie les 2 années supplémentaires. Donc vous dites on fait pause et on remet tout sur la table. On fait pause, on remet sur la table, on traite des sujets, c'était passionnant la chronique d'Alex de Tarlet à l'instant, l'inégalité salariale entre les hommes et les femmes. Vous savez que si même les 4 ou 10% d'écart qui existent étaient corrigés, on n'aurait pas besoin de faire la réforme des retraites, on aurait assez de cotisations. Le chômage des seniors, si on augmente dans le pays, dans les 10 années qui viennent, le taux d'emploi des seniors, malheureusement les entreprises... C'est ce que veut faire la réforme, c'est l'ambition de la réforme. Non, la réforme, elle crée un outil, franchement, qui est un index senior. C'est-à-dire qui dit aux entreprises, vous allez devoir compter combien de seniors vous gardez dans l'entreprise. Mais elle ne crée pas une politique ambitieuse de maintien dans l'emploi des seniors. Si on augmente ce taux d'emploi, on n'a pas besoin de faire la réforme. Donc on peut construire des choses intelligemment. Jérôme Guedj, on a appris que les députés Renaissance de la majorité qui voteront contre le texte, qui s'abstiendront, seront sortis du groupe et seront exclus des commissions dans lesquelles ils représentent leur parti. C'est le jeu, ça, ou pas? C'est manifestement un signe de fébrilité. Parce que ces parlementaires-là, dans leur territoire, dans leur circonscription, dans leur ville, ils se rendent bien compte qu'ils ont y compris leurs propres électeurs qui leur disent « mais attendez, non, c'est trop injuste ce que vous êtes en train de nous faire ». Et en plus, vous avez essayé, pardonnez-moi l'expression, de nous enfumer en nous disant « regardez, c'est formidable, on a des super mesures sociales qui vont compenser le caractère punitif de 2 années de plus ». Et puis quand on est allé creuser, gratter, c'est ce que j'ai fait notamment sur les fameux 1 200 € de pension minimale, on se rend compte que la baudruche s'est dégonflée, que c'était une toute petite minorité des retraités existants ou des futurs retraités qui allaient bénéficier. Vous avez tous fait semblant de ne pas comprendre sur le minimum contributif, parce que tout le monde sait que le minimum contributif, c'est pour une carrière pleine. On ne va pas rentrer dans un truc trop technique. On ne va pas rentrer, mais vous savez, allez demander à des Français dans la rue. Ils avaient compris ça. Les Français n'ont pas bien compris parce que le gouvernement n'était pas clair. Ah non, le gouvernement a délibérément cherché à les endormir en leur disant matin, midi et soir. Je peux vous reprendre la liste des déclarations de Bruno Le Maire, de Franck Riester, d'Olivier Véran, d'Elisabeth Borne elle-même. Franchement, on comprenait que ça allait être formidable et tous les Français à la retraite allaient toucher le minimum de 1 200 €. Et moi, c'est ça qui m'a intrigué et qui a fait que j'ai dû aller chercher les chiffres directement au ministère parce qu'ils refusaient de nous les donner. Et quand j'ai pu les obtenir, on s'est rendu compte que c'était à peine moins de 2% à chaque fois des futurs retraités qui allaient bénéficier de cette mesure. Ce que Olivier Dussopt a finalement il a été obligé de reconnaître parce que la vérité, elle triomphe toujours à la fin. Voilà. Nous sommes le 8 mars, journée qu'Emmanuel Macron a choisie pour honorer Gisèle Halimi, qui est morte le 28 juillet 2020. Une cérémonie d'hommage qui sera organisée tout à l'heure au Palais de Justice à Paris. Certains, dont un de ses fils, pas l'autre, mais un de ses fils, trouvent à y redire. Et vous ? Oui, moi je suis choqué à la fois sur la forme et sur le fond. Parce que d'abord, on apprend la semaine dernière, vous l'avez dit dans votre journal tout à l'heure, que le président participerait à cet hommage national. À un moment où il y a une forme d'instrumentalisation, évidemment. C'était une militante féministe, mais c'était aussi une militante sociale, une militante de la lutte contre les inégalités. Et en effet, elle aurait manifesté aux côtés de tous ceux, des plus de 3 millions de personnes qui étaient dans la rue hier. Et elle aurait dit que c'est toujours risqué de faire parler les morts. Voilà, oui, mais vous avez parfaitement raison. Ouais. Mais en tous les cas, elle n'aurait pas manqué, comme nous le faisons, de dire que cette réforme, elle est injuste, parce que singulièrement, elle frappe les femmes qui contribuent le plus à l'effort. Et puis, la deuxième chose qui me choque dans tout ça, c'est que depuis la mort de Gisèle Halimi, il y a une demande importante dans l'opinion qui est de lui rendre hommage en la faisant entrer au Panthéon. Vous êtes favorable ? Moi, je suis absolument favorable. On l'a rappelé hier à l'Assemblée nationale. Mon collègue Hervé Solignac a interpellé le gouvernement sur ce point-là. Nous souhaitons que ce symbole contemporain du combat émancipateur pour les femmes puisse être reconnu. C'est écrit sur le fronton du Panthéon aux grands hommes, la patrie reconnaissante, aux grandes femmes aussi, la patrie
patrie reconnaissante. Faut qu'on change le fronton ou pas? Non, parce que on parle de la Déclaration des droits de l'homme, c'est le terme générique. Ne cédons pas à des effets exagérés. Mais il y a deux choses que doit faire le président, c'est ne pas se contenter de l'hommage qui va être rendu aujourd'hui, la faire rentrer au Panthéon et surtout avoir des annonces fortes. Moi, j'espère qu'il pourra dire aujourd'hui que le droit à l'IVG sera inscrit dans la Constitution. On l'a voté à l'Assemblée nationale. La gauche avait porté avec d'autres cette proposition. Maintenant, la balle est dans le camp du gouvernement pour nous proposer un projet de loi constitutionnel. J'espère qu'il le fera tout à l'heure. Merci beaucoup, Jérôme Gallego. Dans les 4V, rappelons qu'il y a eu 29 féminicides quand même depuis le début du mois de janvier. Merci à vous. Merci.